Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Est-ce que tu as déjà vérifié ta boîte mail 10 fois dans l'heure après avoir envoyé un livrable à un client ? Est-ce que tu as déjà ressenti quelque chose qui ressemblait à de la panique quand un client a tardé à répondre? Est-ce que tu as déjà passé une nuit blanche parce qu'un client t'avait dit qu'il allait réfléchir et que tu n'arrêtais pas de rejouer la conversation dans ta tête en cherchant ce que tu avais mal dit? Et est-ce que quand un client te quitte, même poliment ou avec les meilleures raisons du monde, tu ressens quelque chose qui ressemble moins à une perte commerciale qu'à un abandon? Si tu te reconnais dans une seule de ces questions, cet épisode est pour toi. Parce que ce que je viens de décrire, c'est quelque chose de très spécifique que la psychologie de l'attachement a un nom pour désigner. C'est ce qui se passe quand tes clients sont devenus ta principale source de régulation émotionnelle. Et aujourd'hui, on va comprendre exactement comment ça fonctionne et ce que ça coûte. Il faut commencer par un concept fondamental en psychologie, la régulation émotionnelle. Réguler ses émotions, c'est la capacité à revenir à un état stable après avoir été agité, anxieux, blessé, déçu. C'est la capacité à tenir ses propres états internes sans que tout s'effondre. Cette capacité, on l'apprend. C'est dans les premières années de la vie, dans la relation avec les figures d'attachement, qu'on intériorise, ou qu'on n'intériorise pas, la capacité à se calmer soi-même. Quand un bébé pleure et qu'un adulte stable, présent, prévisible, répond, le bébé apprend quelque chose. Il apprend que les états difficiles passent, qu'il y a quelqu'un, que le monde est un endroit suffisamment sûr. Avec le temps, cette sécurité s'intériorise. L'enfant peut commencer à se réguler lui-même parce qu'il a absorbé la présence stabilisante de l'adulte. Mais quand cette présence est inconstante, parfois là, parfois absente, parfois chaude, parfois distante, sans raison apparente, l'enfant n'arrive pas à intérioriser cette sécurité. Il reste dépendant des signaux extérieurs pour savoir si tout va bien. Il développe ce qu'on appelle un attachement anxieux. L'attachement anxieux, c'est une adaptation intelligente à un environnement imprédictible. Et cette adaptation, elle ne reste pas dans l'enfance, elle voyage, elle s'installe dans toutes les relations importantes de la vie adulte, les relations amoureuses, les amitiés, les relations professionnelles aussi. Et dans le business, elle s'installe dans la relation avec les clients. Le client devient la figure d'attachement. Son regard, sa satisfaction, sa fidélité deviennent les signaux à partir desquels on évalue si on est en sécurité, si on vaut quelque chose, si tout va bien. Et quand ça arrive, le business cesse d'être un outil, il devient un système de survie émotionnelle. Alors voilà à quoi ça ressemble concrètement. 5 comportements, 5 façons dont l'attachement anxieux prend forme dans le quotidien d'un entrepreneur. Premier visage, surveiller comme quand on attend une réponse d'un amoureux. Tu vas envoyer un livrable, une proposition, un mail important, et dans les minutes, parfois les secondes qui suivent, quelque chose s'active. Tu vérifies encore, parce que le silence est insupportable. Et pendant ce silence, le cerveau travaille. Il n'a pas encore répondu. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas aimé? Est-ce que j'ai mal compris ce qu'il voulait dire? Le moindre délai de réponse devient un signe à décoder, une menace potentielle à évaluer. C'est exactement ce qui se passe quand on attend un message de quelqu'un dont on n'est pas sûr des sentiments. Le système nerveux est en alerte, il surveille le lien. Le problème, c'est que surveiller un client comme on surveille un amoureux, ça épuise et ça ne rassure jamais vraiment. La prochaine livraison, la surveillance repart. Deuxième visage, la dévastation quand un client s'en va. Là, un client te dit qu'il arrête pour des raisons qui n'ont rien à voir avec toi. Par exemple, il déménage, son budget a changé, son projet a évolué. Il est chaleureux, il te remercie, il dit qu'il reviendra peut-être. Et pourtant, ce que tu ressens ne ressemble pas à une déception professionnelle ordinaire. Ça ressemble à quelque chose de plus profond, comme un vide, une remise en question qui va bien au-delà du client lui-même. Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'étais vraiment bien? Est-ce que je vaux encore quelque chose? Etc., etc. Ces questions, elles n'ont rien à voir avec ce client précis. Elles ont tout à voir avec quelque chose de beaucoup plus ancien. La perte du client a réactivé la peur originelle de la perte du lien. Et le cerveau traite ça comme une menace sur la valeur. Quand le départ d'un client ressemble à un abandon,
Ben, ce n'est pas le client qui est en cause, c'est ce qu'il représentait pour toi. Troisième visage, suradapté pour ne jamais décevoir. Là, le client demande quelque chose qui dépasse le périmètre prévu. Et tu vas dire oui. Le client change d'avis en cours de route, bah tu t'adaptes. Le client a l'air insatisfait, même vaguement, même sans vraiment le dire, bah tu vas refaire une partie du travail sans qu'on te le demande. Cette flexibilité, elle ressemble à du service client exemplaire. Et en surface, bien sûr, c'est ce qu'elle est. Mais à l'intérieur, elle est souvent pilotée par quelque chose d'autre. La peur que si tu ne t'adaptes pas, si tu poses une limite, le client parte et que ce départ soit insupportable pour toi. Alors on dit oui encore et encore, on absorbe, on ajuste, on efface ses propres besoins pour maintenir la relation. Et le paradoxe cruel, c'est qu'à force de s'adapter, on disparaît. L'offre ne ressemble plus à rien de cohérent. Et les clients qui auraient voulu quelque chose de solide, de clair, de structuré, ils ne trouvent pas ça. Ils trouvent quelqu'un qui a dit oui à tout, et ça ne rassure pas du tout, en fait. Au contraire, ça inquiète. On croit maintenir le lien en s'adaptant, mais en fait, on le fragilise. Quatrième visage, l'incapacité à fixer des limites. Alors, poser une limite, refuser une demande hors périmètre, ne pas répondre aux mails le soir, par exemple, ça peut être aussi dire qu'un délai n'est pas possible, ça devrait être une question pratique. Ça devrait être juste un ajustement d'organisation. Mais quand l'attachement anxieux est là, ça ne ressemble pas du tout à ça. Ça ressemble à un risque. Si je dis non, il va être déçu. Et s'il est déçu, il va peut-être partir. Et s'il part, etc., etc. On se fait tout un film dans la tête. La limite n'est pas perçue comme une protection, elle est perçue comme une menace sur le lien. Alors, bien sûr, on ne la pose pas. On répond le dimanche soir, on accepte la demande supplémentaire, on reporte encore ses propres besoins pour une autre fois. Et le coût ne se voit pas tout de suite, il s'accumule dans l'épuisement, dans le ressentiment aussi qui monte, dans la difficulté croissante à être vraiment présent pour ses clients. Les limites ne détruisent pas les relations professionnelles. Par contre, leur absence, les absences de limites, si. Cinquième visage, c'est choisir ses clients selon leur capacité à rassurer. Alors ça, c'est le mécanisme le moins visible selon moi, et peut-être aussi le plus structurant pour le business. Par exemple, deux prospects. Le premier est enthousiaste, expressif, chaleureux. Il te dit que t'es exactement ce qu'il recherchait. Et le deuxième, lui, il va être plutôt neutre, plus factuel, peut-être pas très démonstratif, mais son projet est parfaitement aligné avec ton expertise, il peut payer tes tarifs, et la relation serait saine. Lequel tu vas choisir? Si tu es honnête avec toi-même, il y a de bonnes chances que ce soit le premier. Pas parce que le projet est meilleur en tant que tel, mais parce qu'il rassure plus. Et à force, la clientèle qu'on construit n'est pas une clientèle choisie selon l'alignement, c'est une clientèle choisie selon le niveau de chaleur qu'elle dégage, selon sa capacité à nous faire sentir bien à court terme. Du coup, on choisit pas nécessairement les meilleurs clients, mais les clients les plus rassurants. Quand on choisit ses clients selon ce qu'ils nous font ressentir plutôt que selon ce qu'on peut leur apporter, on construit un système de régulation émotionnelle. Alors je vais te parler d'une cliente qu'on va appeler Léa pour l'exemple. Léa est consultante indépendante depuis 3 ans, elle est très compétente, ses clients obtiennent de bons résultats et les recommandations arrivent naturellement. Donc sur le papier, tout est ok, tout va bien. Sauf que Léa est épuisée. Elle est épuisée pour chaque relation client qui lui prend toute son énergie. Elle répond aux mails dans l'heure, tout le temps, y compris le week-end. Elle relance les propositions 2 fois par semaine. Elle va modifier ses livrables sans qu'on le lui demande, si elle sent que le client n'est pas tout à fait satisfait. Et quand un client part, elle passe plusieurs jours à ne pas arriver à travailler normalement. Quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai posé une question très simple. Quand tu attends la réponse d'un client après avoir envoyé un livrable, à quoi ça ressemble, cette attente? Donc elle a réfléchi, puis elle m'a dit quelque chose du genre, ça ressemble à attendre que quelqu'un me dise si j'ai bien fait. Pas si le livrable était bien en tant que tel, mais si elle avait bien fait. Ses clients n'évaluaient pas son travail, ils évaluaient sa valeur, et elle les avait laissés faire. Alors ce que Léa a compris progressivement, c'est qu'elle n'avait jamais vraiment séparé les deux, sa valeur en tant que personne et la qualité de son travail étaient collées l'une à l'autre. Et tant qu'elle l'était, chaque client detenait quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'elle ne pouvait pas se donner elle-même. Alors voilà la vérité que cet épisode veut poser. Un client, pour que la relation soit saine, productive et durable, doit pouvoir être une personne à qui tu rends un service.
Quelqu'un avec qui tu as un échange professionnel clair. Quelqu'un qui peut te décevoir sans que ce soit une catastrophe. Quelqu'un qui peut partir sans que ça ressemble à un abandon. Mais quand le client est aussi ta principale source de régulation émotionnelle, quand son regard détermine si tu vas bien ou pas, quand sa satisfaction est ce qui te dit si tu vaux quelque chose, il ne peut plus être juste un client. Il est beaucoup trop chargé pour ça. Et une relation trop chargée ne peut pas être une relation professionnelle saine. Et c'est pas la faute du client. Il ne sait pas lui-même qu'il joue ce rôle. Il ne l'a pas choisi de toute façon. Tu le lui as confié, sans le savoir, sans le vouloir, bien sûr, parce que ton système nerveux avait besoin de quelqu'un pour tenir ce rôle. Et tant que ce rôle est occupé par tes clients, il y a des choses que tu ne peux pas faire toi-même. Tu ne peux pas refuser un client qui ne te convient pas vraiment, parce qu'il te rassure trop pour le perdre. Tu ne peux pas poser des limites claires, parce que les limites menacent le lien. Tu ne peux pas laisser partir un client sans en souffrir disproportionnellement. Tu ne peux pas choisir tes clients selon l'alignement, parce que tu les choisis selon ce qu'ils te font ressentir. Un business sain demande de pouvoir perdre un client sans se perdre soi. Et ça ne se construit pas avec une technique de vente ou une nouvelle offre, ça se construit en trouvant d'autres sources de régulation émotionnelle, en développant ce que la psychologie appelle la sécurité intérieure. Cette capacité à aller bien indépendamment de ce que les autres pensent de toi. Alors je dis pas que c'est un travail simple, je dis pas que c'est un travail rapide non plus, mais c'est le travail qui change vraiment quelque chose, et pas uniquement bien sûr dans ton business, mais aussi dans toutes les sphères de ta vie. La question de cet épisode, cette semaine, quand un client ne répond pas aussi vite que tu l'aurais voulu, ou part, ou te déçoit, qu'est-ce qui se passe dans ton corps exactement? Est-ce que c'est de la déception professionnelle? Ou est-ce que ça ressemble à autre chose, quelque chose peut-être de plus viscéral, quelque chose de plus ancien? Et si c'est plus ancien, quelle est la question que ça pose au fond? Sur toi, sur ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité, sur ce que tu lui as confié sans le savoir. Je ne te demande pas de changer ça cette semaine, parce que la sécurité intérieure, ça ne se construit pas en quelques jours, bien sûr. Mais voir ce qui se passe vraiment quand un client te répond ou ne te répond pas, c'est déjà le début de quelque chose. Parce que le jour où ton bien-être ne dépend plus de la réponse de ton client, ce jour-là, tu peux commencer à construire un business qui te ressemble vraiment et sortir du business qui te rassure. C'est toujours par là que ça commence. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite!